Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Dette, 5000 ans d'histoire, de Monsieur David Graeber. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, cette fois, on va faire aujourd'hui une petite incursion dans le domaine de la théorie. On va s'éloigner un peu des bouquins qui parlent de l'actualité. On va faire de l'histoire et de l'anthropologie. Comme le titre l'indique, en fait, David Graeber fait une histoire de la dette depuis 5000 ans, c'est-à-dire depuis l'émergence de la civilisation en Mésopotamie et en Égypte, et même en remontant avant dans les sociétés primitives. Alors, c'est un bouquin qui vaut la peine d'être lu, mais je vais essayer de vous en résumer les thèses principales, de vous en délivrer en quelque sorte la substantifique moelle. Bon, j'écarte un certain nombre de choses moins intéressantes, parce que Graeber est de sensibilité anarchiste. Il y a une certaine idéologie chez lui, une sensibilité, on va dire, un peu politiquement correcte, d'une certaine façon, avec une certaine forme d'approche systématiquement xénophile, on va dire, sur beaucoup de sujets. Bref, il a un petit côté gauchiste. Pas insupportable, mais un petit peu gauchiste quand même. Donc j'élimine tout ça parce que ça ne nous intéresse pas, ça c'est de l'idéologie. Je me centre sur ce qu'il y a d'intéressant dans son bouquin. Je casse les os de la pensée de M. Graeber, j'aspire la moelle et je vous délivre cette moelle. Alors, d'abord, il commence par définir ce dont il parle. Il a raison. Qu'est-ce que c'est qu'une dette? Il définit une dette ainsi, il dit que c'est la mathématisation de l'obligation d'un débiteur à l'égard d'un créancier. Ce qui implique d'entrée de jeu que si on considère que la créance elle-même est mathématisée, en fait, la dette et la monnaie, c'est pareil. Parce que qu'est-ce que c'est la monnaie? C'est une créance mathématisée. Qu'est-ce que c'est une dette? C'est une mathématisation de l'obligation du débiteur. Dette et monnaie se concrétisent donc mutuellement. Ce qui veut dire que écrire une histoire de la dette, c'est quand même très proche d'écrire une histoire de la monnaie. Ok, je crois que jusque-là c'est clair, on enfonce les portes ouvertes. Bon. Comment la dette a-t-elle été vue dans l'histoire? C'est là que ça devient intéressant, parce que comme Graeber le fait remarquer, en pratique, l'impact des phénomènes d'endettement sur les sociétés ne dépend pas tellement de ce que la dette est, ça dépend surtout de ce que les sociétés pensent que la dette est. Donc comment la dette a-t-elle été comprise selon les lieux et les époques? Alors, remarque préalable, avant de faire cette histoire de la compréhension de la dette, il y a une constante dans toute l'histoire, une constante très curieuse, mais Graeber la montre très bien. La dette a toujours été un objet de scandale, plus que n'importe quelle autre institution, même l'esclavage. C'est-à-dire que dans les sociétés humaines, la dette met les gens plus mal à l'aise que l'esclavage ou le servage. Pourquoi? Alors, l'analyse de Graeber, à mon avis, là aussi je le suis, c'est qu'en fait, le problème de la dette, ce qui explique qu'elle est un scandale, c'est qu'elle part curieusement d'un postulat d'égalité. C'est-à-dire que le débiteur et le créancier ne sont pas hiérarchisés selon un ordre stable. Donc, quelque part, quand à cause de la dette, il y a des riches et des pauvres, il y a scandale parce que les riches auraient pu ne pas devenir riches et les pauvres auraient pu ne pas devenir pauvres. Quelque part, derrière la dette, il y a cette idée que si les pauvres sont pauvres, c'est un peu de leur faute. Le débiteur a échoué en quelque sorte à tenir son rang puisqu'il n'est pas réussi à rester égal au créancier. Et c'est ça qui crée un scandale.
C'est que la dette met en accusation une partie de la société, ce qui n'est pas le cas de l'esclavage. De toute façon, l'esclave n'est pas l'égal du maître. Le serf n'est pas l'égal du baron féodal. Donc il n'y a pas de scandale, c'est cohérent, il n'y a pas d'égalité. Avec la dette, il y aurait dû y avoir une égalité, il n'y en a pas. Donc il y a scandale. Et donc il a fallu que les sociétés inventent des méthodes pour gérer ce scandale. Comment gère-t-on le scandale de la dette? Alors, on avance dans le raisonnement. Graeber nous dit, en fait, il y a trois façons de gérer le scandale de la dette. La première méthode, qui existe encore aujourd'hui à l'intérieur des familles, c'est tout simplement d'abolir le scandale de la dette en mettant les choses en commun. Il est entendu dès le départ que si A prête quelque chose à B, parce que B en a besoin, eh bien le jour où A en aura besoin, B prêtera cette chose à A. Donc tout le monde est en dette avec tout le monde, donc de ce fait, personne n'est particulièrement en dette avec qui que ce soit. Donc le scandale de la dette est aboli. C'est ce qu'on appelle le communisme primitif, ça existe encore aujourd'hui dans les familles, ça existait très largement dans les tout petits groupes humains des sociétés primitives. Bon, évidemment, quand la société prend une certaine taille, c'est plus possible. Donc, il y a eu une première façon de traiter le scandale de la dette dans des sociétés un peu plus élaborées, qui a été la mise en place de systèmes d'échange ritualisés. Alors là, Graeber fait un travail d'anthropologie où il analyse ces systèmes d'échange ritualisés. Bon, il reprend des constats classiques des anthropologues. En gros, il rappelle que dans beaucoup de sociétés primitives déjà relativement élaborées, on utilise l'échange comme une forme d'affrontement symbolique qui ne peut être débouclé que par un match nul, et comme il n'y a jamais de match nul, le jeu ne se termine jamais. Donc ça crée une sorte de procédure ludique, d'où des cultures où le marchandage est une activité sociale jugée plaisante, ou alors avec des systèmes d'échange de cadeaux très complexes où on s'arrange toujours pour donner juste un peu plus ou juste un peu moins que l'autre pour entretenir la circulation des biens. Et ici, le scandale de la dette est aboli à travers l'impossibilité de constater une dette. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans une situation où quelqu'un a reçu trop pour qu'on se dise celui-là n'est pas capable de rembourser. Donc ça tourne, le système ne s'arrête pas. Et dans beaucoup de sociétés primitives, on règle comme ça les relations entre les groupes par des systèmes d'échange ritualisés qui annulent la problématique de la dette. Problème évidemment, ça ne fonctionne que dans des sociétés où il n'y a pas énormément de biens à échanger et où, en quelque sorte, on n'a pas de risque que certains possèdent trop peu par rapport à d'autres pour ne plus pouvoir rendre ce qu'on leur prêtera. Lorsque les sociétés deviennent plus complexes, comme certains individus sont forcément plus habiles ou plus agressifs, le système de l'échange ritualisé explose. Il n'y a plus d'échange possible entre le riche qui peut prêter beaucoup et le pauvre qui ne peut rendre que beaucoup moins. D'où à ce moment-là l'apparition de clientélisme, d'où à ce moment-là la formulation de ces rapports de clientélisme, d'où l'émergence de hiérarchie féodale. D'où la construction ensuite d'un État qui va systématiser ces rapports inégaux, voire inéquitables, pour encadrer ces hiérarchies. C'est la troisième méthode de gestion du scandale de la dette, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire que le scandale est constaté, mais on va apprendre à vivre avec, parce qu'on va mettre en place des dispositifs de contrôle social, parfois par la violence, d'autres fois par la culture. Et on va s'accommoder du scandale de la dette plus ou moins en essentialisant les rapports de domination
à travers des systèmes de castes ou au minimum de classes sociales conscientes d'elles-mêmes. Et à ce moment-là, on glisse vers l'esclavage, le servage, le salariat, etc. Tous les systèmes de hiérarchie qui en fait permettent de rendre le scandale de la dette un peu moins insupportable parce qu'on a essentialisé les dominations. Ouais, bah ça se tient. Jusque-là, moi, je suis d'accord avec David Graeber, ouais. Je trouve que ça se tient, son truc. Alors ça a une implication très importante, vous le remarquerez, c'est que ça veut dire que l'idéologie contemporaine est complètement déconstruite simplement par ces premiers constats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés où il est admis par principe que l'échange doit se faire entre des individus calculateurs et rationnels, et que c'est le cadre normal de toute relation sociale. David Graeber prouve, de façon à mon avis tout à fait convaincante, que c'est un enfermement à l'intérieur d'une idéologie, parce qu'il y a eu plein de sociétés avant où l'échange, c'était pas ça. Et il analyse la façon dont on a habillé aujourd'hui les dominations. Il explique par exemple que l'idéologie du marché renvoie implicitement à cette idée qui est chère effectivement à l'école libérale classique, que le marché s'est développé à partir de systèmes de troc. Sauf que non. Non. Graeber le montre très clairement, le troc dans les sociétés primitives servait uniquement au commerce occasionnel entre étrangers, dans une perspective symbolique. En fait, avant l'institution du marché, la monnaie servait surtout à arranger les mariages et un petit peu à éviter les vendettas en dédommageant les familles des victimes de meurtres. Mais elle ne circulait pas en tant qu'instrument de l'échange. Très peu. Le marché qu'on nous vend aujourd'hui comme un instrument de libération, qui encadre des relations entre individus rationnels et calculateurs, seul possible dans le monde libéral en quelque sorte, eh bien en fait le marché n'est pas du tout le contraire de l'État, ne s'oppose pas à l'État. Il a été organisé par les États pour pouvoir dissimuler le scandale de la dette, pour pouvoir organiser des processus de domination. L'État et le marché ne sont que deux formes complémentaires du même principe, la hiérarchie dissimulée derrière l'échange calculateur. Et ça, cette thèse générale, Graeber la défend ensuite en balayant l'histoire donc de la dette sur 5000 ans. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails du bouquin, naturellement, parce que c'est quand même un pavé de 600 pages ou quelque chose comme ça. Mais je peux vous donner les faits saillants par grandes époques qu'il relève. Et c'est très intéressant, vous allez voir, il montre bien comment, en fait, chaque époque a construit son idéologie d'essentialisation de la domination à partir d'une idéologie de libération à l'égard de la domination, idéologie de libération qui a été gangrénée de l'intérieur par cette espèce de pouvoir de contamination, ce pouvoir proliférant du scandale de la dette. On découvre d'abord avec Graeber que les systèmes d'argent-dette, dont on nous parle aujourd'hui et qu'on dénonce aujourd'hui à juste titre, remontent mais à l'origine, en fait, de la civilisation. En Mésopotamie, les tablettes avec sceau privé d'authentification portaient reconnaissance de dette, parfois au porteur. Ces dettes étaient exprimées en métal précieux, sachant que les métaux eux-mêmes ne circulaient pas, ils étaient stockés dans les temples,
qui jouait donc en fait le rôle de banque. Et on avait établi des systèmes d'années jubilées pour annuler les dettes, parce que les cités mésopotamiennes, il y a 5000 ans, traversaient des crises de surendettement liées en fait à la prolifération de l'argent dette. Il y a 5000 ans. En Égypte, le système était moins élaboré. Alors, il n'y avait pas à proprement parler de prêt à intérêt, mais il était admis que la puissance publique, qui était beaucoup plus forte, beaucoup plus centralisée, pouvait condamner un débiteur à rembourser le double de sa dette s'il était prouvé qu'il avait tardé à s'acquitter de ses obligations. Et c'est seulement au premier millénaire avant Jésus-Christ, donc tard à l'échelle de l'histoire égyptienne, qu'une forme de finance privée est apparue comme en Mésopotamie. Alors, comment ces systèmes de l'Antiquité pouvaient-ils fonctionner alors que, comment dire, on ne voit pas très bien comment des systèmes de crédit complexes ont pu être administrés dans des sociétés a priori aussi primitives? Bien, tout simplement parce que les grands empires agraires de l'époque étaient extraordinairement stables. Les relations économiques pouvaient souvent se faire intuitu personae. Il faut voir qu'on parle d'un monde qui varie très peu d'un siècle à l'autre, presque varie peu d'un millénaire à l'autre même. Et donc dans ce monde extrêmement stable, petit à petit, très lentement, une crise civilisationnelle est née à cause des systèmes de la dette. Crise civilisationnelle dont on trouve les échos dans l'Ancien Testament. Là, Graeber fait un certain nombre de, je trouve vraiment, de percées conceptuelles très intéressantes quand il montre comment, probablement dans la haute antiquité, la transformation de la monnaie sociale, qui servait surtout à arranger des mariages, à empêcher les vendettas, à faire de l'échange ritualisé, la transformation de cette monnaie sociale en monnaie de crédit, et donc monnaie d'endettement, a entraîné la perte d'un certain nombre de valeurs fondamentales dans les sociétés de l'époque. C'est-à-dire que ce qui servait jusque-là à exprimer le caractère sans équivalence de la vie humaine est devenu un moyen, au contraire, d'exprimer l'équivalence entre la vie humaine et quelque chose de matériel. Parce que sur le marché naissant à cette époque, la vie d'un homme devient une chose monnayable. Petit à petit, un réseau de codification enserre ces sociétés avec un droit organisé autour de la propriété et donc, lentement, l'émergence de l'institution de l'esclavage au sens qu'il a pris ensuite dans l'Antiquité classique. Et Graeber montre, à mon avis, de façon assez convaincante que ce que décrit en fait le livre de l'Exode, c'est une révolte contre cette évolution. C'est-à-dire que dans un monde à l'époque où les cités-États et les empires agraires étaient entourés d'immenses territoires encore laissés en quelque sorte sans encadrement politique majeur, structuré, la révolte prenait généralement la forme d'un exode. C'est-à-dire que les pauvres ne renversaient pas le pouvoir des villes, ils quittaient les villes. Et en fait, nous dit Graeber, ce que décrit le livre de l'Exode, c'est ça.
c'est le premier rejet d'une logique qui s'est accomplie depuis sous diverses formes, jusqu'à la forme contemporaine du salariat, qui fait de chacun de nous à la fois son propre esclave et son propre maître, et qui fait que chacun de nous se vend lui-même sur le marché. C'est le premier rejet de cette logique. Donc vous voyez là toute la complexité de la critique de ce que certains appellent l'esprit vétérotestamentaire. Mais c'est quoi l'esprit vétérotestamentaire? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a à la fois la codification du système de domination, mais aussi le rejet de cette codification. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé cette partie très intéressante. Ensuite, bon, Graeber passe à l'Antiquité classique. Alors, il fait une observation assez fascinante. Il fait remarquer que les pièces de monnaie ont surgi à la fin de la Haute Antiquité, au début de l'Antiquité classique, entre 600 et 500 avant Jésus-Christ, en 3 endroits dans le monde. En Chine du Nord, dans la vallée du Gange et autour de la mer Égée. Et que, à la même époque et aux mêmes endroits, on trouve Confucius, Bouddha et les premiers philosophes grecs. Comment ça se fait? Est-ce que c'est un hasard? Alors il ne croit pas que ce soit un hasard parce qu'il dit, pour que on trouve le même phénomène à 3 endroits et à 3 endroits seulement, puis un autre phénomène aux 3 mêmes endroits et aux 3 mêmes endroits seulement à la même époque, c'est qu'il y a un schéma logique derrière. Il propose le schéma logique suivant. En fait, au début de l'âge du fer, il y a eu dislocation des grands empires de l'âge du bronze. Ces grands empires très stables qui permettaient des relations intuitu personae et qui permettaient l'émission d'une monnaie de crédit. Il y a donc eu une accélération du mouvement de fuite hors système, puis à un certain moment, il y a eu une interruption de ce mouvement de fuite, parce qu'il n'y avait plus rien à fuir, parce que les grands empires s'étaient effondrés de l'intérieur. À ce moment-là, le pouvoir géopolitique s'est disséminé. Il y a eu de nouveaux acteurs, beaucoup plus nombreux mais moins puissants. Et ces nouveaux acteurs, essentiellement des cités-États, ont voulu en quelque sorte se reconstituer en empire. Mais sans avoir, sans bénéficier du contexte de grande stabilité de la Haute Antiquité. D'où la frappe de la monnaie métal. C'est la monétisation des métaux jusque-là stockés dans les temples, ce qui permet effectivement d'avoir un étalon qui peut circuler, même s'il n'y a pas de garant centralisé. Ce monde de la monnaie métal, nous dit Graeber, a été beaucoup plus brutal encore que le monde qui émergeait à l'époque des grands empires de la Haute Antiquité. Parce que plus la monnaie est admise comme quelque chose qui existe en soi, et non comme une convention, plus les rapports qu'elle structure sont brutaux, car le caractère pseudo-matériel de la monnaie permet en quelque sorte au créancier de s'affranchir de l'accord du débiteur sur l'unité de compte. C'est vrai. C'est vrai. C'est la grande critique que les chartalistes, c'est-à-dire les partisans de la monnaie comme convention, adressent généralement aux métallistes, c'est-à-dire les partisans de la monnaie comme marchandise. À un certain moment, si on admet le métallisme, on construit un système de pensée où on n'a plus besoin de l'accord des dominés pour les dominer. C'est vrai. Donc, nous dit Graeber, comment expliquer qu'on a en même temps l'émergence de cette pensée très brutale et en même temps l'émergence des pensées de Confucius, de Bouddha ou des philosophes grecs qui, au contraire, s'inscrivent dans un refus du matérialisme et font émerger déjà des formes d'idéalisme politique. Eh bien, en analysant de plus près ce qui s'est passé à l'époque, Graeber montre de façon tout à fait
crédible à mon avis, que Confucius, Bouddha, les philosophes grecs se sont en fait construits en réaction à la pensée organisée par le monde de la monnaie métallique, la pensée de Thrasymach, de Kautilya, la pensée des légistes chinois. On aurait pu s'attendre aussi à ce qu'il parle un peu plus des débats qu'on trouve à la fin de l'Ancien Testament, des débats autour du monde des prophètes, de l'opposition entre une partie des religieux juifs et une autre partie des religieux juifs, mais il n'en parle pas. Bon. Il n'a sans doute pas voulu s'aventurer sur un terrain trop glissant, à mon avis. Donc ce qui nous explique en gros, c'est que l'idéalisme politique est né en réaction à l'emprise de la matière qui s'exprimait par le système de la monnaie métallique. Et évidemment, là, il ouvre une porte très intéressante, parce que quelle est la grande opposition de ce type qui a structuré notre mode de pensée en Occident? L'Empire romain, par excellence l'économie d'une cité-État qui devient impériale par la monnaie métal, conquête, esclavage, main-d'œuvre servile pour extraire les métaux précieux, frappe de pièces de monnaie, recrutement de légionnaires, payés avec les pièces qu'on vient de frapper, des marchés pour que les légionnaires puissent dépenser leurs soldes, et à nouveau la conquête grâce aux légionnaires, et puis esclavage, main-d'œuvre servile, etc. Triomphe dans un premier temps irrésistible, forcément, mais chute finale inévitable, parce qu'il y a forcément un moment où le système a trop grandi, il ne peut plus continuer à grandir davantage, et là, comme il ne tenait que par son expansion, il implose. Ça, c'est l'histoire de l'Empire romain. Et évidemment, quel est le face-à-face en termes d'idéalisme politique? C'est le christianisme. Quelle est la religion par excellence qui s'est définie en réaction au règne de la monnaie métal? Effectivement, c'est le christianisme. Moi, je pense que là-dessus, Graeber a tout à fait raison. Alors ensuite, il continue son histoire et il montre comment, au Moyen-Âge, le marché qui avait été fabriqué dans l'Antiquité a réussi à reprendre le dessus sur ces religions, ces philosophies issues du rejet en fait de l'idéologie du marché, déjà, parce qu'elle est déjà latente à la fin de l'Antiquité. Ce qui est assez intéressant, c'est les constats qu'il fait sur ce qui s'est passé au moment de l'effondrement de la civilisation antique, où il montre que, ça a été évidemment très dur pour les citadins, ça a été une catastrophe, mais qu'en fait ça a été une libération pour les ruraux. Et que, en fait, la période que nous percevons historiquement comme une grande période de recul, le 5e, 6e, 7e siècle, a aussi été une époque de progrès pour une partie de la population. L'esclavage a été abandonné, alors il a été remplacé par le servage, mais le servage c'est quand même déjà mieux que l'esclavage. Les villes ont effectivement implosé, mais elles ont implosé parce que elles n'avaient plus des campagnes réduites en immenses plantations esclavagistes pour les nourrir. L'argent, les métaux précieux ont eu tendance à revenir dans les temples. Les espèces métalliques ont beaucoup moins circulé. Et on a en quelque sorte, d'après David Graeber, rejoué au Moyen-Âge en partie ce qui s'était passé dans la Haute Antiquité.
C'est-à-dire qu'on a retrouvé des empires agraires très stables, avec des espèces thésaurisées dans les temples, des relations économiques à petite échelle conduites intuitu personae avec des systèmes de monnaie chartalistes. En Europe, ça s'est fait surtout autour, en fait, d'une sorte d'empire religieux, parce que dans l'Europe médiévale, c'est l'émiettement complet au niveau de l'autorité politique, mais l'autorité religieuse est relativement unifiée. C'est l'époque de la papauté. C'est aussi l'époque où les monastères fonctionnent en fait comme des fonds d'investissement avant la lettre. En Chine, c'est une bureaucratie confucéenne qui fait la synthèse entre le marché et une sagesse issue d'une réaction contre l'idéologie du marché. Dans le monde musulman, c'est le droit qui est issu de la religion dans le monde musulman qui produit une organisation monétaire originale. Ce sont par exemple, je ne le savais pas, ce sont les musulmans du Moyen-Âge qui ont inventé le chèque de banque. Bref, un peu partout, on assiste à la réintroduction de la monnaie de crédit. Mais à nouveau, on va rejouer, nous dit David Graeber, à la fin du Moyen-Âge, ce qui s'était joué au début de l'Antiquité classique. La logique de l'intérêt, en fait, conquiert de l'intérieur les forces religieuses, une fois qu'elles deviennent maîtresses du métal précieux, et progressivement, la religion qui a d'abord été pensée comme un instrument de libération à l'égard de l'idéologie de la dette, va devenir un moyen de codifier l'essentialisation des rapports de domination par la dette. C'est comme ça, en tout cas, que Graeber analyse la théologie thomiste d'un monde hiérarchisé depuis Dieu. On peut être d'accord ou pas. Moi, dans ces questions-là, je transmets les idées, je laisse aux gens le soin de se faire leur opinion. Je sais que la religion est quelque chose de toujours très sensible. Mais enfin, il faut quand même bien dire que David Graeber doit tenir un peu quelque chose à ce niveau-là. Hein. C'est l'époque des grands débats médiévaux entre nominalisme et réalisme. Et c'est clair que si on admet que le nom de l'unité de compte monétaire lui confère une réalité, c'est-à-dire si on est nominaliste, au sens un petit peu vulgaire du terme, mais malheureusement c'est le sens que certains peuvent comprendre de ce terme, eh bien effectivement à ce moment-là, on réhabilite en quelque sorte une vision métalliste de la monnaie. Elle a une valeur en elle-même, indépendamment de l'accord du débiteur. Bref, on arrive pour David Graeber à la fin du Moyen-Âge au point où tout est prêt pour que surgissent de nouveaux empires romains. Et c'est ce qui se passe effectivement avec les grands empires capitalistes de la Renaissance et des temps modernes. À nouveau, on a une économie de l'argent-métal. À nouveau, on a des systèmes prédateurs en expansion. La grande différence, c'est que le financier prend le pas sur le militaire. C'est-à-dire que la finance européenne, qui est détentrice d'un grand pouvoir d'intermédiation, mais qui n'a pas de pouvoir militaire direct, prédomine sur le militaire, ce qui n'était pas le cas dans l'Antiquité classique, parce que dans l'Europe de l'époque, le pouvoir politique reste quand même relativement morcelé, alors que le financier, lui, a inventé des instruments de coordination à très grande échelle. D'où le fait que vous allez avoir des financiers italiens qui tiennent en quelque sorte par la dette des aristocrates espagnols
et des aristocrates espagnols qui vont aller chercher chez les Amérindiens de quoi payer les intérêts de leurs dettes. Alors, là, il y a une longue histoire détaillée, elle est trop longue, elle est trop complexe pour être faite en vidéo. Mais ce que montre très bien, je trouve, David Graeber, c'est que à un certain moment, le système de la dette, si vous voulez, a atteint une telle complexité, une telle puissance dans ce monde, qu'il a vraiment révélé sa nature, en quelque sorte, satanique. Il a transformé le monde en réserve de biens à piller. Il a construit un système de pensée où les motivations humaines ne peuvent être ramenées qu'à l'intérêt. Et c'est un mode de pensée vraiment luciférien, parce que si l'on répute que la monnaie, en quelque sorte, a une existence en elle-même, indépendamment de la convention sociale qui la fonde, c'est-à-dire si on est dans une posture anti-chartaliste pure et dure, le système de la dette, et en particulier le système du multiplicateur bancaire qui permet aux banquiers de prêter plus que ce qu'il encaisse, bien, ce système amène le banquier, le financier, au point où il peut considérer qu'en quelque sorte, il crée quelque chose à partir du néant, ou en tout cas, il peut convaincre les gens qu'il peut le faire. Et donc, il le fait bel et bien dans les relations économiques. Mais, normalement, pouvoir créer un être à partir du néant, c'est la prérogative de Dieu. Se donner les moyens comme ça de singer Dieu, c'est luciférien. Et donc on voit très bien chez Graeber comment le système de la dette, finalement, démontre en quelque sorte, historiquement, la justesse de l'assimilation qui est latente dans l'Ancien Testament et manifestée dans le Nouveau Testament, de l'assimilation des idoles dans les temples à une entité satanique. C'est démontré en quelque sorte historiquement. Et Graeber, je trouve, le montre très bien. Jusqu'au point actuel, donc il explique à la fin bien sûr de sa démonstration, jusqu'au point actuel où, avec la fin de l'étalon métal, en quelque sorte le métallisme est devenu autre chose, c'est-à-dire que il a été utilisé pour détruire le chartalisme, mais à un moment on est sorti du métallisme, mais pas pour aller vers un nouveau chartalisme, pour aller vers autre chose, vers une sorte de métal imaginaire, le dollar contemporain si vous voulez, qui n'a même plus besoin du sous-jacent métallique pour fonctionner comme une monnaie métalliste. C'est assez juste, je trouve que c'est une analyse assez juste, c'est une perspective historique assez intéressante qui est dessinée par David Graeber. Donc vous l'avez compris, hein, moi j'ai pas, sur ce que je viens de dire, après il y a d'autres aspects dont j'ai pas parlé dans le bouquin de Graeber avec lesquels je suis moins d'accord, mais sur tout ce que je viens de dire, moi personnellement en tout cas, je suis assez d'accord avec lui. Ce que j'ai regretté un peu, c'est que, sans doute parce qu'il n'a pas envie de se faire traiter de ringard ou je ne sais quoi, ils ne disent pas tout simplement que l'annulation de l'idéologie de la dette, c'est la communion chrétienne. Alors il explique que l'idéologie de la dette fait souvent référence au principe de la dette primordiale, c'est-à-dire la dette effectivement que nous avons tous à l'égard de l'univers, parce que nous tirons notre substance de l'univers et nous ne pouvons pas la rembourser. Et il explique que l'idéologie de la dette consiste souvent en quelque sorte à capter cette réalité de la dette primordiale pour
pour cautionner des dettes financières qui n'ont pas de rapport avec elles. C'est-à-dire que c'est une usurpation en quelque sorte. La sacralisation de la dette dans les systèmes d'idéologie de la dette consiste en gros à assimiler artificiellement une dette qui est quelque chose de socialement construit à cette dette primordiale. Et il dit très bien que à partir de là, ces idéologies de la dette qui nous disent qu'on doit toujours rembourser sa dette parce que c'est un principe de responsabilité et que, en quelque sorte, on doit rééquilibrer les comptes avec l'univers dont nous sommes issus, il dit très bien que c'est un moment, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Mais ce que j'ai regretté, c'est qu'il n'aille pas au bout de la logique et qu'il ne... Je veux dire, il passe très près du truc, mais je trouve qu'il le rate, de dire tout simplement que qu'est-ce que c'est la communion chrétienne ou d'autres communions organisées sous une forme ou une autre dans les systèmes religieux, ben c'est le moment où on se délivre de la dette primordiale, non pas en s'échinant à rembourser sa dette, parce que celui qui rembourse sa dette, même si elle est justifiée, même si le remboursement est justifié, je ne parle même pas de la dette odieuse, de toute façon, c'est une course sans fin, si vous voulez. Il ne peut pas rembourser. Celui qui vraiment se délivre de la dette primordiale, c'est pas celui qui rembourse sa dette, c'est celui qui renonce à sa créance. C'est à ce moment-là que on réintègre le tout, on sort de son individualité, parce qu'on a renoncé à cette individualité, on a renoncé à l'intérêt. Et c'est ça, en fait, la communion, au vrai sens du terme. C'est ça l'idée qui est derrière. Et il est très près de mettre le doigt dessus, c'est-à-dire que il est très près de retrouver ce qui, à mon avis, constitue les vrais fondements de la pensée chrétienne, mais il n'y arrive pas tout à fait. Il y a un moment où il passe juste à côté. Ça, je dirais, c'est un peu la limitation de son propos, à mon humble avis. Voilà. J'espère que c'était pas trop décousu, parce que c'est quand même assez difficile à expliquer tout ça à l'oral. Et en tout cas, c'est un bouquin qu'on peut lire et qu'on doit lire, à mon avis, d'être 5000 ans d'histoire. La prochaine fois, je vais vous présenter un autre livre qui n'a aucun rapport et qui parle de gens beaucoup moins sympathiques que David Graeber. Ça s'appelle L'État islamique, anatomie du nouveau califat, de messieurs Olivier Hahn et Thomas Flichy-Lanneville, et ça sera le début d'une série de notes de lecture sur donc l'État islamique et tout ce qui s'y rapporte. À la prochaine.